Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que ce déjeuner cocktail a été agréable. Je vous suggère de regagner vos places pour entamer cette dernière partie de la 19e conférence des villes organisée par France Urbaine. Alors, ce matin, il a été question, vous le savez, d'écologie, il a été question de logement, il a été question de transition énergétique. Cet après-midi, on va s'intéresser et focaliser nos réflexions autour des relations entre le Parlement et les associations d'élus, et plus singulièrement, bien sûr, France Urbaine. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tout de suite à cette tribune Jean-Marie Bockel. Merci d'être avec nous, Jean-Marie Bockel, président de la délégation sénatoriale aux collectivités locales et à la décentralisation. Et son homologue, Jean-René Cazeneuve. Merci de rejoindre cette tribune qui a exactement les mêmes fonctions, mais à l'Assemblée nationale. Merci messieurs d'être avec nous pour entamer ce dialogue, un dialogue toujours nécessaire et fécond entre le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale et les associations d'élus, bien entendu, l'exécutif également. Messieurs, c'est la première fois que vous êtes assis côte à côte. Est-ce que, dans la vie courante, vous vous voyez souvent pour évoquer des dossiers concernant les collectivités territoriales? Est-ce que vous avez des échanges de vues réguliers, comme ça, en tête-à-tête, comme aujourd'hui? Absolument. La délégation sénatoriale, c'est un peu le grand frère de la délégation à l'Assemblée nationale. Oui, vous êtes plus jeune. Et plus jeune, donc on y reviendra si vous le souhaitez. Et je crois que le premier rendez-vous, un des tout premiers rendez-vous que j'ai fait, c'est Jean-Marie Bockel qui m'a reçu et qui m'a donné un certain nombre de conseils. Et on se voit très régulièrement et on échange très régulièrement sur les sujets, en particulier sur le travail qui avait été fait par la délégation du Sénat sur le statut de l'élu et qui a enrichi notre travail sur la loi engagement et proximité. Et qui va avoir une concrétisation législative dans très peu de temps maintenant. Absolument. Donc voilà, on travaille ensemble le plus souvent possible. Donc quand deux présidents de délégations collectivités parlementaires se retrouvent ensemble, ils parlent évidemment des dossiers concernant les collectivités locales et territoriales. Jean-Marie Bockel, finalement, à quoi ça sert ce type de délégation? Au Sénat, on comprend assez bien, puisque le Sénat a cette compétence de représentation des collectivités locales. C'est peut-être un peu moins vrai à l'Assemblée nationale. Comment vous synthétisez cette appétence de parlementaires vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des communes, et ici plus singulièrement des grandes villes et métropoles? Oui, moi j'oublie pas que j'ai été député et à l'époque également élu local et maire. Et je me souviens que, au fond, une délégation comme celle qui vient de se créer à l'Assemblée au début de cette mandature manquait à l'époque. Et donc, quand j'ai appris que l'Assemblée prenait cette initiative, je m'en suis immédiatement réjoui. Et c'est vrai qu'on a eu tout de suite un contact à la fois amical, constant et de travail. On a fait également des réunions de nos bureaux, etc. On s'auditionne mutuellement. Donc ça se passe dans un bon esprit. Content et un peu jaloux. Ah. Parce que, en fait, c'est toujours la même chose. Je le dis sous le contrôle de ma prédécessrice à la présidence de la délégation du Sénat, Jacqueline Gouraud. Et avant elle, c'était Alain Lambert. Excusez du peu, pour l'une comme pour l'autre. Si vous voulez, on n'est pas si vieux que ça. Mais on a pris nos habitudes, on s'est inscrit, et c'est heureux, dans le dispositif et la manière de travailler du Sénat, avec le rôle des commissions permanentes. Et vous, quand vous êtes arrivé, au fond, c'est l'intérêt d'une création à partir d'une bonne connaissance de l'existant au Sénat. Vous avez d'emblée pris des compétences que nous vous jalousons. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'avoir des rapporteurs sur avis à certaines conditions. Nous, on a essayé, mais c'est pas possible, pas encore. Vous avez également un champ d'intervention, y compris sur les enjeux budgétaires, plus large que le nôtre. Alors que moi, j'ai assez vite compris que si je voulais être, je crois qu'on fait du bon travail au Sénat, être efficace, il fallait évidemment que je fonctionne en parfaite entente
avec les présidents de commissions permanentes, et notamment celles qui concernent nos sujets au premier chef, les finances, les lois, mais aussi les autres, et pas dans des guéguerres de « mais non, nous, on est la mouche du coche, on veut être partout ». Non, vous n'avez pas ce problème. Hein. Cela dit, je le dis avec un peu d'humour, hein, parce qu'en réalité, tout ça se passe quand même très bien. Mais Jean-Marie Bockel, vous auriez envie que ça évolue un peu, que ça se modernise un peu au Sénat sur ces terrains? Je vais vous dire, je ne suis pas le seul. Je pense que Gérard Larcher, mais je ne peux pas parler pour lui, mais forcément on se voit régulièrement, aimerait aussi que les choses bougent, mais qu'elles bougent, je dirais, dans la concorde générale, et c'est bien normal. Et puis, si je puis me permettre, puisque vous parlez de nos relations et des sujets, et notamment des sujets qui arrivent, au Sénat, on a de grandes qualités, vous l'avez rappelé, et on a vraiment notre place au sein de la démocratie française. On est l'Assemblée des territoires, et au fond, les sénateurs, beaucoup de sénateurs, représentent bien sûr des populations, comme tout un chacun, comme les députés, mais aussi des territoires. Certains sont les territoires de la ruralité. J'ai assisté à la table ronde de ce matin avec ceux qui, à juste titre, Monsieur le Président Moulin, refusaient le clivage entre le rural et l'urbain. Si vous voulez, rien qu'en prenant la sociologie de la délégation, on doit être, je ne sais pas, 36 sénateurs. Le monde rural, en tout cas le monde non urbain et encore moins métropole, c'est une écrasante majorité des collègues. Donc on fait avec, c'est une richesse. Mais moi j'essaye, comme président, vous savez que j'ai présidé cette association avant Michel Destaut, donc c'est plutôt ça ma sensibilité territoriale, hein, même si je considère qu'on n'a pas à être cantonné dans une sensibilité, et le président de France Urbaine le sait bien. Je me rends à Toulouse la semaine prochaine sur justement, avec un sénateur rural, justement sur cette relation hein, qui est une des priorités du président Moudak. Eh bien, nous souhaitons aussi, et je pousse à ça, à travers les différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons. Actuellement, on va faire un très très gros travail qu'on finalise sur la ruralité. On a essayé de le faire justement dans cet état d'esprit, hein, non pas d'antagonisme, hein, mais de voir comment on peut progresser ensemble, dans le respect évidemment d'une grande diversité de situations. Hein, quelqu'un parlait, je crois que c'était Estrosi ce matin, d'équité. Hein. Voilà, donc au fond, l'Assemblée, évidemment, c'est plus équilibré de ce point de vue-là, mais je ne veux pas monopoliser la parole. De ce point de vue-là, nous sommes aussi très complémentaires. Oui, peut-être sur la genèse de la création de la délégation aux collectivités territoriales. D'abord, je crois que c'était un acte politique. Cette majorité voulait signifier que les collectivités territoriales, c'était extrêmement important, qu'il fallait absolument un organe au sein de l'Assemblée nationale pour expertiser ces sujets. Puis il y a aussi, il faut se le dire, une sorte de crainte qu'il y a eu avec le renouvellement de cette majorité, avec le non-cumul des mandats, que d'un seul coup les députés seraient hors sol, que d'un seul coup les députés n'auraient aucune connaissance sur les collectivités territoriales. Alors, je vous rassure, je crois que 40% des députés ont eu ou ont encore des responsabilités dans les collectivités, et tous les week-ends nous sommes sur les marchés, et si on oublie, il y a des gens, des citoyens qui sont là pour nous le rappeler. Donc l'objectif de cette délégation, c'est aussi de répondre à cette angoisse, et on a deux objectifs. Le premier, c'est développer le dialogue avec les élus et les associations des élus. Alors j'en profite pour dire que on a un dialogue de très grande qualité avec France Urbaine. Je le dis, je le dirai partout, hein, que c'est vraiment, on a un dialogue de qualité. On travaille l'audition, évidemment. On travaille en amont sur les amendements. On travaille sur les dossiers de fond également. Donc voilà, on a une excellente relation avec les associations d'élus, en particulier avec France Urbaine. Puis après, on a un deuxième objectif qui est évidemment de peser le plus possible sur la fabrication des lois, faire en sorte que les collectivités territoriales soient au cœur de ces lois. Et comme l'a précisé Jean-Marie Bockel, c'est un sujet, les collectivités locales, vous êtes bien placé pour le savoir, ça touche, j'ai envie de dire presque, hélas, toutes les lois. Donc il faut se saisir sur la loi sur la mobilité, sur la loi sur la fonction publique, sur les finances locales, etc. etc. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets. Jean-Marie Bockel, oui. Non, mais je veux dire, c'est vraiment un point commun que nous avons, c'est la méthode. Vous avez cité tout à l'heure comme exemple le texte Le Cornu qui arrive et qui prend
en grande partie le travail qu'on a fait sur les conditions d'exercice, le statut de l'élu et sur également d'autres aspects, les irritants de la loi NOTRe, les relations communes-communauté qui ont été évoquées encore ce matin par Madame Vautrin. Nous avons vraiment co-construit avec les associations, toutes les associations, de France urbaine aux maires ruraux, co-construit. Pas seulement à travers une audition pour voir si tout était bien, mais dès le début. Par exemple, quand on a rédigé le questionnaire sur la question du statut de l'élu, 17 000 réponses, on l'a fait ensemble. Donc, je pense, et à chaque étape, les associations étaient présentes. Et ça nous a permis, à l'arrivée, de faire à la fois notre travail de parlementaire, d'être en amont des responsabilités du gouvernement, des commissions permanentes, mais de manière consolidée, en phase avec les attentes. Et d'ailleurs, tout à l'heure j'ai eu un brin d'autocritique, je crois qu'il faut aussi savoir se remettre en question tout le temps, mais là j'exprime un brin de fierté, je le dis sous le contrôle de Jacqueline, avec qui on a beaucoup travaillé, qui d'ailleurs dans cette phase-là venait régulièrement faire le point avec nous et avec son administration, nous dire ce qui pouvait être du domaine du réglementaire et qui avançait déjà, sans même attendre le texte, et ce qui était compliqué, ce qui était en débat au sein du gouvernement, ce qui pouvait figurer dans un projet de loi. Ensuite, les choses, dans la période où Sébastien a pris le relais, Sébastien Lecornu, ont été également très en phase avec notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des critiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des manques, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un travail d'amendement, mais on s'est senti véritablement utile, pas uniquement utile pour notre ego de parlementaires essayant de faire au mieux, mais utile également en phase avec les attentes des territoires. Et ça, je crois qu'on est aussi dans notre rôle, quoi. Alors, Jean-René Cazeneuve évoquait le non-cumul des mandats. C'est désormais la règle, une règle acceptée par tous. Est-ce que ce non-cumul a donné ou donne des forces supplémentaires, particulières aux associations d'élus comme interlocuteur principal aujourd'hui dans vos travaux respectifs à l'Assemblée comme au Sénat? En tous les cas, c'est une raison supplémentaire pour développer ce dialogue avec les associations d'élus. Mais on essaye, comme l'a dit Jean-Marie Bockel aussi, d'avoir une relation directe avec les élus. Je crois qu'il ne faut pas non plus l'opposer. Donc c'est vrai qu'on fonctionne aussi par questionnaire vis-à-vis des élus. On essaye de faire en sorte que nos députés expliquent les lois et interviennent en amont. Par exemple, sur cette loi engagement et proximité, de très nombreux députés ont organisé dans leur circonscription des réunions avec leurs élus, voilà, pour prendre plus de feedback possible. Donc voilà, il faut travailler avec les associations d'élus, c'est tout à fait fondamental. Mais ne vous inquiétez pas, une fois de plus, nous sommes les deux pieds dans nos territoires. Il n'y a pas de... Comment vous appréciez, Jean-Marie Bockel, cette appétence, j'allais dire un peu nouvelle, de l'exécutif d'Emmanuel Macron en particulier? C'est vrai que les Gilets jaunes sont passés par là pour les territoires, pour les collectivités locales, avec cette rafale de textes là qui va arriver à la rentrée l'année prochaine au Parlement. C'est une bonne chose pour les collectivités, pour les élus. Comment vous dire les choses? Moi, Je parle après toi, attention. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République et je suis bien souvent d'accord avec la volonté de réforme et même un certain nombre d'entre elles. Mais je pense que les qualités qu'on peut avoir, le parcours politique extraordinaire qu'on peut avoir, c'est bien, c'est important. Mais dès qu'on touche à des questions aussi complexes, humaines, diverses, que les territoires dans un pays comme la France, de surcroît, l'expérience, c'est quelque chose d'irremplaçable. Et pour avoir, dans nos vies politiques, enfin, moi en ce qui me concerne, j'ai vécu des réussites, des échecs, des moments difficiles, des moments où je pensais vraiment que je m'en sortirais pas, parce que voilà, c'est dur, c'est très très dur, et certains de nos territoires, comme ça a été dit aussi par certains ce matin, sont particulièrement difficiles. On apprend. On apprend de ses erreurs, on apprend des coups qu'on prend sur la tête. Moi, j'ai parfois le sentiment, je ne parle pas du gouvernement où il y a un certain nombre de ministres très expérimentés, mais au plus haut niveau, voire d'autres membres du gouvernement, tout aussi excellents bien entendu dans leur domaine, ils sont en phase d'apprentissage accéléré de cette réalité-là. Et au fond, si on sort de la période des Gilets jaunes, avec tout le travail de débat, de terrain, etc., avec un autre regard sur les territoires, nous
Nous avons conscience de nos limites, de nos défauts, de nos contradictions. On ne prétend pas détenir à nous seuls la vérité, mais simplement le fait que nous soyons un partenaire, le monde local, de ce qu'il faut faire pour réformer la France dans le respect de sa cohésion. Si ce message est passé, au fond, ça va induire ensuite dans la relation, dans les textes de loi, etc. Je dirais un dernier mot là-dessus quand même pour ne pas vous donner le sentiment qu'on est juste l'émanation du terrain et de ce fait légitime. Nous avons dans nos délégations, et d'ailleurs souvent ensemble, le souci en permanence d'un travail intellectuel, d'un travail avec le monde universitaire et de la recherche, d'être dans la réflexion même parfois presque un peu théorique dans un premier temps sur le monde qui vient. Ce n'est pas André Rossino qui dira le contraire, qui a toujours eu cette appétence de réflexion sur la suite. Non, mais ça nous nourrit aussi. Et dans les prochains temps, on va avoir comme ça des rendez-vous, y compris, je le dis en regardant Jacqueline, que nous voyons bientôt sur l'acte qui vient de la décentralisation. Il y a toute une série de temps de réflexion qui se mettent en place, y compris dans les groupes politiques. Moi, j'appartiens au groupe centriste. On fait un colloque sur la différenciation, sujet aussi à la fois important et ô combien sensible, qui ne peut pas se limiter à ce qui s'est passé par exemple en Alsace, et de fort bien au demeurant dans cette collectivité européenne d'Alsace, mais il y a aussi le lien avec la République, ce qu'elle doit continuer à incarner, etc. Donc c'est des sujets où il faut à un moment donné prendre le temps de s'asseoir, c'est le cas de le dire, et ensuite on connecte ça avec le terrain, avec la réalité, dans le dialogue. Voilà un petit peu aussi notre état d'esprit. Une réaction, Jean-René Cazeneuve? Oui, je crois que notre majorité est persuadée, et depuis le premier jour, qu'on ne peut réussir la transformation de notre pays, de la France, qu'avec les élus, qu'avec les collectivités territoriales. Alors, parvenir, il y a probablement eu des maladresses, mais il y a eu aussi une exploitation par certains de ces maladresses. C'est quand même une majorité qui, dès le début, a lancé la CNT, une instance de dialogue avec l'ensemble des collectivités. C'est cette majorité qui, dès le début, a dit on arrête de baisser les dotations aux collectivités territoriales. Ça les a mis dans des situations extrêmement délicates. Et là, on a lancé aussi un certain nombre d'initiatives très rapidement sur les territoires d'industrie, sur Action Cœur de Ville, qui a touché 220 villes à peu près. Donc voilà, je crois que je dis pareil, il y a certainement eu des maladresses, mais je crois qu'il ne faudrait pas caricaturer cette majorité comme étant coupée des territoires ou loin des réalités. Si ce grand débat a permis d'illustrer, de retisser ce lien, eh bien, tant mieux, mais franchement, ça n'est pas notre volonté. Je crois que nous sommes vraiment admiratif du travail qui est fait par les élus. Nous sommes là en support, ce que je dis aux associations d'élus quand on les rencontre. Voilà, on est là pour les aider, pour que la fabrication de la loi soit la plus intelligente possible, prenne en compte le plus possible les spécificités des collectivités territoriales, les différences des collectivités territoriales. Donc voilà, on est à l'écoute et soyez persuadés que notre majorité veut absolument réussir cette transformation ensemble. Alors juste un point peut-être pour conclure, parce que notre temps est extrêmement compté cet après-midi. Jean-Marie Bockel a évoqué le terme de différenciation. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu au cours des tables rondes de ce matin, un terme qui est poussé, qui est porté par France Urbaine en particulier. Oui. Est-ce que sur cette idée de différenciation des territoires d'expérimentation, eh bien, le Parlement, Assemblée, Sénat peut trouver un terrain d'entente ? Écoutez, j'espère, dans la réforme constitutionnelle, c'était un des points les plus importants. Il y a une sorte de consensus de l'ensemble des collectivités sur ce besoin qu'on a d'adapter les lois, les normes aux spécificités de chacun de nos territoires. Donc il y a un vrai consensus et je voudrais vraiment qu'on puisse aboutir sur ce sujet-là, mais il faut pour ça que le Sénat soit d'accord avec cette réforme. La décentralisation, ça n'est pas simplement, je ne veux pas être réducteur, ça n'est pas quelles compétences l'État va donner aux régions. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi cette capacité à différencier l'implémentation de la loi en fonction des spécificités des territoires. Donc la différenciation est pour moi un élément extrêmement important. On voit quand on regarde, et la délégation a fait des travaux très importants sur ce sujet de la différenciation, c'est que ce qui jusqu'à présent a empêché cette différenciation, c'est que l'expérimentation ouvrait soit sur une généralisation, soit sur un arrêt. Et donc, les différenciations territoriales se comptent sur les doigts d'une main sur les derniers mandats. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut pousser absolument dans cette direction. Dernière intervention. Je vais conclure là-dessus. Le sénateur qui peut nous éclairer sur cette réforme constitutionnelle qui arrive.
qui va arriver. Je peux dire un mot sur la différenciation, parce que Bien sûr. la réforme constitutionnelle, C'est ça. sur les autres aspects, c'est ouvrir un débat qu'on ne va pas avoir maintenant. Mais Non, bon, bien sûr. c'est évident qu'au Sénat en général, et notamment notre président, mais à la délégation en particulier, et je le dis sous les contrôles des ministres avec lesquels on travaille, on n'est jamais dans la caricature. On est toujours dans le dialogue, la recherche du terrain d'entente, et en général d'ailleurs, il faut le dire, ça fonctionne assez bien. Et en tout cas, moi, ça correspond aussi profondément à mon tempérament. Sur ce sujet, je ne vais pas répéter ce qu'a fort bien dit Jean-René sur un peu tous les enjeux de la différenciation. Je ne sais pas jusqu'où il faudra aller dans les textes le moment venu, mais il faut au moins, dans la réflexion d'aujourd'hui, en effet, prendre en compte tous les aspects de la question, y compris au niveau de ce qui peut relever de l'échelon des territoires les plus proches, communal, intercommunal. Je prends notamment un exemple pour être concret, sur lequel nous avons travaillé et auditionné, sur lequel d'ailleurs l'État a également avancé, qui est la question de la simplification des normes. Bon, chez nous, ça a été un peu une priorité depuis déjà un certain temps, mais on a quand même là-dessus été vraiment force de proposition. Nous travaillons en lien étroit, le Sénat a même conventionné avec le Conseil national d'évaluation des normes, que préside Alain Lambert, avec derrière effectivement un suivi, parce que nous sommes aussi producteurs de normes. Les mauvaises normes, c'est celles des autres. Celles que nous produisons au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, c'est bien sûr celles qui sont indispensables, c'est bien connu. Mais sur cette question-là, d'une adaptation des normes, à partir par exemple de l'expérimentation lancée par l'État sur 6 préfets, nous en avons auditionné 2, la Vendée et le Haut-Rhin, qui ont essayé concrètement de voir comment il pouvait y avoir là-dessus une interprétation, une souplesse. Ce n'est pas un sujet simple, parce que tout le monde est égal devant la loi, etc. Mais là, on est au plus près. Donc il faut qu'on ait cette vision la plus large, à la fois les grandes questions, les grands sujets et le diable qui se situe dans les détails. Et puis à un moment donné, il faudra faire la part des choses. Qu'est-ce qui doit relever, le cas échéant, de la Constitution, d'un grand texte, de nouvelles étapes. Et nous serons là-dessus dans le dialogue. Et quant à la capacité, au moins à notre niveau, on ne peut pas parler pour tout le monde, mais de trouver, et avec le gouvernement, et entre les deux assemblées, sur ces questions à terrain d'entente, en tout cas, moi je considère, et je fais le pari, à mon modeste niveau, que c'est possible et souhaitable. Quand j'étais jeune député, il y a 38 ans, socialiste en 81, rapporteur de la loi Quillot, et qu'on est parti au Sénat pour, d'abord dans le dialogue avec le rapporteur du Sénat avant la CMP, rappelez-vous, à l'époque, c'était un sacré clivage, c'était l'ombre et la lumière, enfin, il faut se mettre dans le contexte. Et moi-même, j'avais beau être un jeune avocat qui avait quelques connaissances constitutionnelles, bon, le Sénat, d'accord, pourquoi pas, mais enfin bon. Et je suis sorti de cette séquence et d'une CMP réussie, improbable mais réussie, avec la conviction, donc dès 1982, que, le Sénat était utile, et que 2, je serai sénateur un jour. Eh bien voilà, c'est arrivé. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel, merci beaucoup Jean-Rosé Cazeneuve. En tout cas, le dialogue, l'Assemblée de Sénat a commencé, il continue, y compris à l'occasion de cette 19e journée de France Urbaine. Jean-Luc Moudenc, président de France Urbaine, je vais vous passer la parole. Je ne vous vois pas, si. Je vais vous passer la parole pour entrer dans la phase finale de cette journée, une phase, j'allais dire, conclusive. Jean-Luc Moudenc, président de France Urbaine. Madame la ministre, chère Jacqueline, Madame la maire de Paris, chère Anne, qui revient à nos côtés aujourd'hui, c'est sympa, mes chers collègues parlementaires, maires, présidents d'intercommunalité, quelques mots effectivement pour clôturer cette 19e édition de la Conférence des villes qui avait un goût particulier pour nous puisque c'est la dernière du mandat municipal en cours. C'est pour moi l'occasion de diriger à nouveau mes pensées de reconnaissance vers Anne Hidalgo, qui honore, elle nous l'a dit et redit ce matin, cette tradition qui fait que chaque année, au mois de septembre, c'est ici, dans ce cadre prestigieux qui parle aux Parisiens, mais aussi à tous les Français, de l'Hôtel de Ville de Paris, que nous nous retrouvons pour le point culminant de l'année France urbaine et embrasser l'actualité
et traiter des sujets qui nous préoccupent. Cette fois-ci, qu'il me soit permis d'avoir un mot pour, non pas dresser de manière exhaustive le bilan, mais jeter rapidement un regard en arrière sur ces 4 dernières années. Parce que France Urbaine, dans quelques semaines, fêtera ses 4 ans. Ça fait 4 ans que nous avons fusionné avec Gérard Collomb, l'Association des communautés urbaines de France et l'Association des maires de grandes villes de France. Une fusion d'associations, qui plus est d'associations d'élus, ce n'est pas forcément quelque chose de très banal et de très fréquent. Pour autant, je crois qu'on peut se dire, les uns et les autres, que cette fusion est une fusion qui a réussi et que l'harmonie règne dans nos rangs, quelle que soit la différence des strates de collectivités que nous représentons, grandes villes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles, EPT d'Île-de-France, quelle que soit aussi la grande diversité, bien évidemment, des sensibilités politiques qui nous caractérisent. Et vous comprendrez donc que, à la fois à la fin du mandat et lors de cette phase finale de la conférence des villes, j'exprime de très sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cela possible. En premier lieu, bien évidemment, mes collègues qui ont joué le jeu et qui ont fait que les diversités de France Urbaine, dans le cadre d'une fusion récente, pour autant, n'ont jamais porté atteinte à cette unité que nous avons voulu créer. Remercier aussi les équipes de France Urbaine, parce qu'il y a la volonté des élus et puis il y a tous les jours le travail de celles et ceux qui, ils sont une quinzaine, sont à nos côtés, au pôle Joubert que nous avons mutualisé avec d'autres associations d'élus, avec d'autres centres d'expertise de la France urbaine décentralisée. Je veux les remercier parce que leur engagement à nos côtés est un engagement quotidien et de qualité. Les contributions de France Urbaine au débat public, selon, je dirais, l'actualité, selon les sujets sur lesquels nous sommes interrogés par le gouvernement, par le Parlement. Cette contribution de France Urbaine, elle est de qualité également parce que nous avons cette expertise à nos côtés. Et je veux avoir une pensée pour celles et ceux des collègues qui ont décidé de ne pas se représenter. Et on n'a pas formalisé, mais on a convenu, voilà, on a convenu moralement entre nous il y a quelques semaines que ça serait véritablement dommage de se priver justement de l'expérience, du vécu et de l'agilité intellectuelle de celles et ceux qui, après avoir souvent longtemps exercé les fonctions électives dans nos villes, ne seront plus élus d'ici 6 mois. Et donc, que ce soit André Rossineau, Dominique Gros, que ce soit Yvon Robert ou Patrick Ollier, nous savons que nous pourrons compter sur eux pour constituer une sorte de... Alors, on n'a pas déterminé l'appellation exacte, est-ce que ça sera un conseil des sages ou quoi, mais enfin, l'idée c'est d'avoir une structure qui nous permette de toujours bénéficier de leur regard et de leur challenge. Un mot également sur ce que je crois être une réussite de France Urbaine, qui est la capacité à créer en interne du consensus sur les positions que nous sommes amenés à prendre. Ce n'est pas évident de créer du consensus quand on part d'une diversité aussi réelle que la nôtre. On y est arrivé parce que chacun y a mis du sien et il m'est revenu, comme président, le rôle de veiller aux équilibres, de veiller à ce que chacune, chacun puisse s'exprimer pour que véritablement tout le monde se sente bien chez soi, à la maison urbaine. Et j'espère que j'ai répondu aux attentes des collègues de ce point de vue-là. Le rôle de France Urbaine
a été particulièrement mise en lumière depuis un petit peu plus de 2 ans, lorsque la loi sur la fin du cumul des mandats a interdit aux maires, aux présidents d'intercommunalité, à ceux qui exercent des fonctions électives dans nos collectivités, de siéger au Parlement. Il a donc fallu, face à cette révolution de la pratique politique française, il a donc fallu nous adapter et muter. Muter d'une situation ancienne où nous étions une sorte de lobby plus ou moins connu, plus ou moins reconnu, à une association véritablement interlocutrice des pouvoirs publics. Et je crois qu'on a relevé le défi et qu'aujourd'hui, même si évidemment tout le monde n'est pas d'accord avec les positions que nous prenons, nous avons acquis cette place qui nous donne une grande responsabilité et qui nous oblige. Je veux aussi souligner les relations que nous avons renforcées ou redéfinies avec nos collègues des autres associations. François Baroin est amicalement passé ce matin. Je salue la présence de Caroline Cayeux pour Ville-de-France, de Jean-Luc Rigaud pour l'ADCF. Je salue la présence du trésorier de l'AMF, notre ami Philippe Laurent. Et c'est vrai que dans cette consultation, dans cette concertation avec l'État, souvent on n'est pas assez content, mais tout de même on est là. Eh bien, nous sommes en relation de travail avec nos collègues des autres associations. Et puis, cela a été dit dans la tribune qui vient de s'achever, également une relation de travail avec le Parlement. Il y avait, cher Jean-Marie Bockel, depuis longtemps, cette délégation sénatoriale sur les collectivités locales. C'était un outil traditionnel extrêmement apprécié des élus locaux et qui, lui aussi, a pris un relief tout particulier à partir du moment où c'en était fini du cumul des mandats. Et nous avons donc très logiquement réclamé la même chose pour l'Assemblée nationale et nous avons été heureux de voir que l'Assemblée nationale, cher Jean-René Cazeneuve, a répondu très rapidement à cette demande et a installé sous ta présidence cette délégation, ce qui fait que maintenant on peut marcher sur 2 jambes avec le Parlement lorsqu'il est question de collectivité territoriale et de nos problèmes, avec le Sénat et avec l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que lorsque l'on me donne des chiffres sur le nombre d'auditions, le nombre de réunions de travail avec les sénateurs, avec les députés, on atteint quelque chose d'extrêmement consistant qui d'ailleurs réclame une mobilisation forte des élus et des équipes de France urbaine, mais là aussi, cette volonté de dialogue, nous l'avons chevillée au corps et nous sommes heureux de voir qu'elle est réciproque lorsque nous parlons à nos amis parlementaires. Le mandat qui s'achève a été, du point de vue de nos collectivités, un mandat pour le moins très secoué. Rares sont les mandatures où, en l'espace de quelques années, sont concentrés un tel nombre d'événements qui viennent bouleverser des règles fondamentales dans la vie de nos collectivités. Nous avons eu à digérer tout à la fois la réforme territoriale, la loi MAPTAM et la loi NOTRe pour ce qui nous concerne, la baisse autoritaire des dotations de l'État qui a véritablement déstabilisé la première moitié de nos mandats, et puis depuis un petit peu plus d'1 an, un petit peu moins de 2 ans maintenant, cette nouvelle relation de travail avec l'État qui est la contractualisation, qui a fait couler beaucoup d'encre avec des opinions très différentes, y compris au sein de France urbaine. Certains ont défendu l'opinion selon laquelle c'était une atteinte à l'esprit de la décentralisation. Mais quelle que soit l'attitude des uns et des autres, nous avons joué le jeu. 95% des membres de France urbaine étaient concernés par le périmètre
de la contractualisation et 95% des membres, quelle que soit l'opinion qu'ils avaient à ce sujet, ont joué le jeu, ont signé. Et nous-mêmes, nous avons totalement joué le jeu de la démarche. Moi, j'ai, vous le savez, approuvé cette démarche. Et nous sommes là aussi. Nous avons pris au mot le gouvernement et nous avons dit au gouvernement, bon, puisqu'il s'agit de faire un contrat, on va déposer des amendements. Et nous avons obtenu un certain nombre d'améliorations. Je ne dis pas que toutes nos propositions ont été prises, ce n'est toujours pas le cas. Mais tout de même, nous avons peaufiné le contrat par rapport à ce qu'il était prévu. Et lorsque nous avons abouti à la discussion de Cahors, eh bien, un certain nombre d'améliorations qui portaient la marque de France urbaine avaient bel et bien été intégrées, donnant à ces contrats un petit peu plus de souplesse et de réalisme que ce que leur conception initiale pouvait laisser craindre. Et d'ailleurs, lorsqu'aujourd'hui, avec le début de recul que l'on a là-dessus, puisque l'année 2019 est la deuxième année de contractualisation effective, quand j'interroge les amis, y compris ceux qui étaient réticents dans nos rangs, partout les retours sont plutôt positifs. En réalité, les objectifs ont été tenus, comme quoi nous avons bien fait, me semble-t-il, de jouer une carte favorable et constructive plutôt que de rester sur des positions de principe. Nous avons également martelé pendant toutes ces années, je ne vais pas développer trop puisqu'on en a parlé ce matin, on a également martelé depuis toutes ces années la nécessité de relier les territoires urbains à leur périphérie, de signer des alliances, des coopérations entre le monde rural et le monde urbain, parce que du point de vue de la République, du point de vue de la cohésion républicaine, du point de vue du troisième pilier du triptyque républicain, cette fraternité que l'on oublie parfois, il nous est insupportable d'avoir comme perspective des territoires qui auraient un avenir alors que d'autres ne seraient condamnés qu'au déclin. Et au-delà des caricatures que nous combattons, Johanna Rolland le disait très bien tout à l'heure, ce n'est pas vrai que d'un côté il y a des métropoles richissimes sans problème et de l'autre côté des territoires ruraux tous en déshérence, ce n'est pas vrai. Mais au-delà de cette caricature en forme de dualité fausse, pour autant, nous savons bien que le dynamisme des métropoles, qui est un véritable atout pour notre pays, ne peut pas être un dynamisme vécu de manière égoïste. Sinon, nous mettons en danger la République et donc nous avons là aussi le devoir de renverser les barrières convenues, de provoquer le dialogue et de ne pas nous enfermer dans des procès de posture politicienne des uns ou des autres qui ne visent au fond qu'à diviser davantage les Français. Nous avons là-dessus une conviction forte, chevillée au corps. Nous l'avions portée dès 2015, lorsque nous signions avec le précédent gouvernement des pactes État-métropole, avec la volonté de déboucher sur des coopérations territoriales autour des métropoles. Nous avions cette inspiration il y a quelques années. Bien évidemment, ce n'est pas la tournure du débat national avec la crise que nous connaissons depuis un petit peu moins d'1 an maintenant, qui va faire vaciller cette conviction. Au contraire, elle vient la renforcer. Des choses ont été faites de ce point de vue-là. Pour autant, beaucoup reste à faire. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Nous en sommes bien conscients. Un mot également sur les questions de sécurité. François Rebsamen et Christian Estrosi en ont parlé tout à l'heure. Sur la sécurité, on vit un décalage, Madame la Ministre, qui est de plus en plus incompréhensible aux yeux des gens. Les lois qui définissent la répartition des tâches entre l'État et les maires, entre la police nationale et la police municipale, ce sont des lois anciennes
qui ont plus de 20 ans, qui ne correspondent plus à la réalité de nos villes d'aujourd'hui. Dans nos villes d'aujourd'hui, en proie à l'insécurité, en proie au trafic de drogue, comme on l'a détaillé ce matin, qui sait que les gens connaissent pour l'interpeller? C'est le maire, c'est pas le préfet, c'est pas le directeur départemental de la sécurité publique. Et donc là aussi, il faut revoir la place du curseur, il faut rediscuter. Nous sommes en première ligne, de toute façon, nous sommes prêts à prendre des responsabilités. En tout cas, on est prêt à jouer un rôle plus important, parce que véritablement, aujourd'hui, nos concitoyens n'y comprennent plus rien. Et c'est comme la place des migrants, Anne en a parlé fort justement dans son propos d'introduction et d'accueil ce matin. Les migrants sont là, dans nos villes, suscitant une incompréhension, là également, totale. L'État a la compétence, il a la compétence à la fois de l'accueil, de l'hébergement, et il a la compétence aussi régalienne d'ordonner les retours au pays, obligation de quitter le territoire français. Et aujourd'hui, sur ces deux obligations qui sont les siennes, l'État n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il n'est pas efficace, il ne met pas les moyens suffisants. Et là aussi, qui se retrouve en première ligne, interpellé par les citoyens indignés? C'est nous, les maires. Alors, Anne, tu l'as dit ce matin, on fait déjà plein de choses qu'on ne devrait pas faire. Nous sommes mobilisés avec des dispositifs d'accueil pour les personnes d'origine étrangère qui se trouvent dans ces situations indignes des droits de l'homme et de la personne, du respect dû à la personne humaine. Donc nous faisons des choses. Pour autant, face à un problème d'ampleur internationale, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens juridiques, on n'a pas les moyens financiers. Et donc là aussi, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités, de les prendre totalement, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et ce faisant, nous ne le laisserons pas tomber. Nous serons toujours, malgré tout, aux côtés de l'État pour amener notre part et notre contribution, tellement ce problème est difficile. Un mot sur la réforme fiscale. Sur la réforme fiscale, nous avons enregistré avec satisfaction l'orientation annoncée par le gouvernement concernant l'affectation aux communes de la part départementale du foncier bâti. Pour autant, nous restons sur notre faim pour ce qui concerne le deuxième chapitre. Recevoir la TVA pour en finir de la compensation totale de la perte de recettes issue de la suppression en cours de la taxe d'habitation, c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison de principe. La TVA, c'est quelque chose devant lequel nous serions totalement passifs, sans aucun pouvoir fiscal. Autrement dit, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'autonomie que nous réclamons pour nos collectivités. C'est une sorte de dotation à caractère économique. Or, justement, il était clair dans le propos de novembre 2017 devant le Congrès des maires du président de la République que cette réforme devait être l'occasion de renouer avec l'autonomie fiscale des communes et des intercommunalités. Et donc la TVA ne répond pas à ce critère. Autre problème, c'est le risque de déresponsabilisation des élus locaux. Parce qu'effectivement, quand on est élu local, on développe son territoire, on développe des zones d'activité, on s'investit dans un certain nombre d'objectifs à caractère économique, mais avec la TVA qui nous viendrait en produit, alors au fond, qu'on s'investisse beaucoup ou pas, de toute façon, ça ne change rien. On aura la même fraction de produits de TVA. Nous défendons l'idée, vous le savez, que la part départementale de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée, puisse nous être affectée. Quand je dis nous être affectée,
c'est les grandes intercommunalités urbaines, ça concerne en fait les métropoles et les communautés urbaines, et ça concerne également les régions, puisque les régions ont également, vous le savez, la compétence économique. Ça serait logique, ça serait, je dirais, la suite normale de la loi de 2015 et la réforme territoriale qui a bien désigné 2 acteurs parmi les collectivités pour le développement économique, la région et l'intercommunalité. Donc ça serait la logique. Les départements n'ont plus de compétences économiques. Leur laisser une recette fiscale à caractère économique liée au territoire, c'est quelque chose qui est véritablement obsolète et qui n'est pas logique. Et attention de ne pas fabriquer demain des élus qui ne seront pas responsabilisés et qui n'auront pas plus de raison que ça de faire du développement économique et de l'emploi. Deuxième mise en garde par rapport à cette réforme. Supprimer la taxe d'habitation, c'est la mise en place d'une parole donnée par un candidat, Emmanuel Macron, devenu président de la République. Un candidat qui respecte sa parole, c'est quand même difficilement critiquable. Pour autant, attention à ne pas fabriquer non plus des élus cette fois-ci, mais des citoyens irresponsables. Je prends l'exemple de Toulouse, mais c'est un exemple qui, je sais, est présent dans beaucoup de villes. À Toulouse, il y a 30% de personnes qui sont propriétaires de là où elles habitent. C'est-à-dire que 70% des gens sont des locataires. Quand on va développer des services à la population, ça veut donc dire que c'est uniquement les propriétaires qui participeraient au financement des services. Et donc, on va avoir des citoyens qui ne seront plus contribuables du tout. Et là aussi, je m'interroge, quel sera l'esprit de responsabilité de ces citoyens lorsqu'ils nous réclameront toujours plus, toujours plus ? On ne pourra plus leur dire, attendez, toujours plus, il faut quand même le payer. Bah là, ce ne sera plus mon affaire de payer. Et donc, attention, parce qu'on risque d'avoir une mentalité nouvelle, hein, le beurre et l'argent du beurre, de celui qui, au fond, n'est plus responsable. C'est la raison pour laquelle nous continuons à défendre, même si on n'a pas été entendu jusqu'ici, l'idée de ce qu'on appelle une contribution résidentielle, qui pourrait représenter à peine 10% du produit de la taxe d'habitation, donc moins 90% de taxe d'habitation pour tout le monde, mais qui maintiendrait un lien minimal entre celui qui habite un territoire et qui bénéficie en retour des services publics qu'il faut bien, d'une certaine manière, financer. Un dernier mot, et puis je cède la parole, sur la future étape de décentralisation. C'est le projet de loi que Jacqueline Gourault va porter, dont on va parler et dont l'aboutissement, je crois, est prévu dans le débat public au 2e trimestre 2020. C'est un sujet sur lequel, évidemment, nous sommes très mobilisés, comme toutes les associations d'élus. Il ne s'agit pas tant de réclamer des attributions nouvelles que de vouloir un vécu différent des compétences que nous avons déjà. Et sur des questions comme la transition énergétique, comme le logement, nous sommes déjà pleins de compétences. Nous faisons plein de choses. Nous sommes totalement dans ces sujets depuis des années. Par contre, sur ces sujets-là, trop souvent, nous n'avons pas les mains libres. Nous prenons un temps fou en procédure, en délai, en remontée de dossiers vers l'administration centrale à Paris. Nous avons des préfets qui n'ont pas suffisamment de latitude pour décider. Et donc tous nos projets sur ces questions qui sont essentielles dans la vie des gens, le logement, la transition énergétique, sur tous ces sujets, nous prenons du retard, alors qu'il faudrait au contraire accélérer. Et donc, ce dont on va discuter avec vous, Madame la Ministre, ça sera des modalités, des procédures
et également des moyens, parce que nous sommes souvent à l'origine des projets, nous impulsons des projets en la matière, mais les moyens ne sont pas au rendez-vous, malgré certaines promesses qu'on a pu enregistrer ici. Je me souviens, il y a 2 ans en particulier, sur la contribution climat-énergie. Nous n'avons pas les moyens. Si nous les avions, plutôt que de les confier à des procédures nationales qui prennent un temps fou à se concrétiser, nous irions beaucoup plus vite. Et c'est ainsi que nous serions au rendez-vous de la responsabilité, dans l'esprit d'autonomie qui est nécessaire à l'exercice des responsabilités, et dans cette volonté de dialogue qui nous caractérise et pour laquelle je vous remercie d'avoir apporté par votre présence votre part. Merci, monsieur le maire. Merci, Jean-Luc Moudenc. Merci, Jean-Luc Moudenc, président de France Urbaine. C'est à vous, madame Gouraud, Jacqueline Gouraud, que revient le soin de clore définitivement cette 19e édition de la Conférence des villes. Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. La maire de Paris est obligée de nous quitter, mais je voulais bien sûr la saluer. Monsieur le Président de France Urbaine, cher Jean-Luc Moudenc, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, présidents d'intercommunalités, de métropoles, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'élus, chère Caroline, cher Jean-Luc, je voudrais aussi saluer Philippe, il est là, représentant l'Association des maires de France. Vous saluez tous, chers amis, en vos grades et qualités. Ma présence dans votre congrès est l'occasion, bien sûr, de vous témoigner d'abord d'une conviction, celle, en fait, que nous portons ensemble la responsabilité de faire réussir nos territoires, quels que soient les territoires que nous représentons, que vous représentez les uns les autres et que je représente également. Je crois que nous sommes liés par cette idée fondamentale que votre président vient d'exprimer, qu'il n'y a pas un mur de verre entre l'État et les collectivités territoriales, que nous sommes dans un même élan attaché au développement de notre pays, de nos villes, de nos campagnes, et que nous avons un sort qui est lié. En effet, la France est ainsi faite et c'est ainsi construite, je dirais. Et les Français sont très attachés à leur maire, à leur président, à leur élu local, mais comme vous le savez, ils sont attachés aussi à l'État. Il n'y a qu'à envisager de supprimer une sous-préfecture quelque part, on sait très bien que ça va faire du remous de la part des élus et même des habitants. Et donc, cette France qui s'est construite, comme vous le savez, sur l'idée que la nation et l'État sont liés intimement, mais qui en même temps sont très attachés à leur liberté locale, à leur particularisme, à leur identité. Alors, il faut travailler ensemble, et c'est bien ce que nous faisons avec les villes, et c'est bien ce que nous faisons avec France Urbaine. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est bien sûr vous témoigner ma reconnaissance pour le dialogue permanent que nous avons avec vous. Dialogue dialogue qui est souvent, avec des accords, parfois des désaccords, mais très rarement, et souvent des consensus. Et à chaque fois, nos débats ont pris la forme de quelque chose de constructif, de quelque chose de constant, d'ouvert et respectueux.
Et sur la base de cette confiance, je crois que nous pouvons encore aller beaucoup plus loin. Et je remercie tous les mots que Jean-Luc Moudenc vient d'avoir. Et je dois dire que je ne suis pas 100% d'accord avec lui, mais largement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales que j'ai l'honneur de diriger fait très attention en permanence, en tout cas c'est ma conviction profonde, et ça ne date pas depuis que je suis ministre, je pensais déjà ça quand j'étais sénateur, qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre les territoires, qu'on ne peut pas opposer la ville et la campagne, qu'on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté une ruralité heureuse et une urbanité heureuse, et qu'il y a des divisions entre collectivités territoriales. Vous savez que l'État pense que chacun doit pouvoir vivre où il le souhaite, et son rôle est de garantir à chacun les mêmes chances, quel que soit le lieu où il habite. Et je voudrais vous dire, bien sûr, que les villes, les grandes villes, les métropoles sont essentielles pour notre pays. Je le dis haut et fort, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ruralité. La crise des Gilets jaunes a engendré un discours très fort sur la ruralité, parce qu'il y a de vrais problèmes sur la ruralité, parce qu'il faut s'occuper de la ruralité. Mais il ne faut pas oublier de rappeler le rôle des grandes villes, qu'elles concentrent bien sûr près de 40% de la population française, qu'elles représentent à peu près la même chose pour l'emploi et qu'elles déposent des brevets, qu'elles réalisent des expériences intéressantes. En un mot, les villes sont indispensables pour notre pays, pour notre développement, pour l'emploi. Partout, elles sont le moteur économique dans nos régions, même si elles sont différentes. Les choix politiques de leurs élus ont façonné une culture, une économie, une société et une créativité propres à chacune d'entre elles. Et d'ailleurs, nos villes, nos métropoles, nos intercommunalités sont dans des régions qui ont elles-mêmes leurs propres habitudes et leur propre culture. Je sais bien, moi, en tant que ministre, que je n'ai pas les mêmes réactions des élus quand je suis en Bretagne, tradition décentralisée, forte sentiment d'identité, besoin, je dirais, de liberté locale. Et par exemple, quand je suis dans ma région, la région Centre-Val de Loire, parce que nous avons toujours été, je dirais, au centre du pouvoir, politiquement et géographiquement, puisque aussi petite que la France ait été, le territoire où j'habite, c'était toujours la France. Donc, il y a des territoires qui ont leur propre culture, et tout cela doit se respecter. Et puis, il y a ce rôle d'alliance des territoires qui est très important et que vous avez toujours porté dans votre association. Et bien sûr, André Rossineau ne me contredira pas quand je dirais que cette alliance des territoires est quelque chose de fondamental. Car, bien sûr, comme le président l'a dit à l'instant, les villes, les métropoles ne peuvent pas se contenter de vivre sur elles-mêmes. Elles doivent aussi regarder les territoires avoisinants, les espaces périurbains, les ruraux, des petites villes et des moyennes villes qui les entourent. Certes, ces territoires profitent, il ne faut pas oublier de le dire, de la croissance et du dynamisme des métropoles, mais ils contribuent également en retour à leur attractivité par la qualité de vie qu'ils offrent, par exemple. C'est un exemple. Et je crois qu'il nous faut travailler cette réciprocité. Et il existe ici ou là en France des contrats de réciprocité, et je peux en parler évidemment devant Jean-Luc Moudenc, qui a su en mettre un en place, mais je crois que ces contrats de réciprocité, le mot réciprocité est le mot actuel, je ne suis pas attachée à ce mot de façon indéfectible, peut-être faut-il les appeler autrement, mais en tout cas, c'est l'idée que les territoires
doivent vivre ensemble et avoir des liens de plus en plus proches pour faire en sorte qu'ils se développent plus harmonieusement et qu'elles permettent de travailler les coopérations entre la métropole ou la grande ville et l'ensemble des territoires avoisinants. Je pourrais dire que, par exemple, en tant que ministre des collectivités territoriales et avec les moyens financiers que nous avons dans l'investissement territorial, vous savez que nous avons toujours veillé, et ce sera encore le cas dans la loi de finances pour l'année prochaine, que les dotations d'investissement soient à un très haut niveau. On pourrait imaginer, je dis cela comme ça, en lançant une possibilité, que la DSIL soit fléchée sur des contrats de réciprocité qui seraient créés sur les territoires entre les grandes villes et les territoires environnants. Je pense que ce serait une manière de lutter contre, cette tendance qu'ont certains à toujours vouloir opposer l'urbain et le rural, les villes et les campagnes. Je crois que ce serait quelque chose de très important. Par ailleurs, et Jean-Luc, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons un projet de loi qui, grâce à un grand journaliste d'un grand journal du soir, pourrait s'appeler la loi 3D, c'est-à-dire décentralisation, différenciation, déconcentration. Après avoir rencontré ce journaliste pour discuter de la vision que j'avais de cette loi, évidemment, il a trouvé que le symbole était intéressant et je l'ai repris. En effet, j'ai entamé une première phase de discussion, de consultation avec l'ensemble des associations d'élus et majoritairement, vous avez exprimé ce que votre président vient d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée de cette phase nouvelle de décentralisation, ce n'est pas tant des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales, c'est plutôt, je reprends la phrase, que nous avons besoin d'un vécu différent des compétences que nous avons déjà. C'est ce que vous venez de dire, cher Jean-Luc. Alors bien sûr, cela peut passer par des clarifications, peut passer par des derniers transferts ou des transferts qui n'auraient pas encore été au bout. Et ceci permettrait, bien sûr, une fois pour toutes, de simplifier en même temps l'exercice des compétences pour les collectivités territoriales. Et puis, bien sûr, il y a peut-être dans certains domaines, je vais en citer un, par exemple, puisque le président de la République avait, dans un discours, parlé de 3 domaines. Il avait parlé de l'écologie, il avait parlé des transports et il avait parlé du logement. On voit bien qu'il y a des choses à faire et vous avez cité vous-même ces 3 domaines. Mais, par exemple, je discutais l'autre jour avec des présidents de départements qui m'expliquaient que dans certains départements, voire régions, il y a des bouts de route qui restent nationales entre 2 bouts qui sont devenus départementaux. Donc on voit combien il y a aussi à terminer un certain nombre de choses qui n'ont pas été, totalement faites ou, il faut le dire aussi, qui n'ont pas été souhaitées à l'époque par les élus qui étaient en place. Mais au-delà de décentraliser, il faut aussi différencier. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très important, car décentraliser, c'est une chose, mais c'est aussi respecter les réalités locales. Et différencier, c'est aussi faciliter l'expérimentation. Alors bien sûr, vous savez tous que dans le projet de révision constitutionnelle, il y a le principe de différenciation qui est inscrit. Cette révision constitutionnelle a été reculée dans le calendrier. Vous savez qu'elle est repassée récemment au Conseil des ministres. Et je fais le souhait personnellement
que cette révision constitutionnelle aille à son terme pour que le principe de différenciation soit adopté constitutionnellement. Même si, je précise que le Conseil d'État, dans une décision récente, a montré que, au-delà de la révision constitutionnelle, il serait possible, par une loi organique, d'améliorer le principe aujourd'hui d'expérimentation vers un principe plus large de différenciation. Vous savez tous aujourd'hui que l'expérimentation, elle dure 5 ans, et au bout de 5 ans, il faut l'étendre à l'ensemble du territoire national, sinon elle doit s'arrêter. Il est clair qu'on pourrait, légiférer de façon à élargir l'expérimentation vers la différenciation. Mais bien sûr, je dois vous dire que j'espère de tout cœur que le principe de différenciation soit adopté dans la Constitution. Ce serait tout de même plus simple. Tout à l'heure a été évoquée également la déconcentration. La déconcentration, bien sûr, il faut l'entendre comme déconcentration, comme on l'entend habituellement, de l'État vers les territoires, c'est-à-dire donner plus de latitude aux préfets qui agissent sur les territoires, mais aussi c'est renforcer la logique des contrats territoriaux en faisant confiance à l'État local pour construire des relations efficaces et ambitieuses avec les collectivités territoriales. Cet automne, je vais engager d'ailleurs cette concertation pour ce projet de loi 3D et j'espère bien sûr que nous arriverons à construire ensemble ce projet de loi qui pourrait être écrit au printemps pour être présenté effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, après les élections municipales de l'année prochaine. Je voudrais insister aussi sur le fait que décentraliser, c'est également opérer une dévolution de pouvoir réglementaire. C'est-à-dire que les collectivités locales, dans les champs de compétences qu'elles exercent, pourraient avoir, je dirais, la capacité d'avoir le pouvoir de réglementation sur un certain nombre de normes et de pouvoir les adapter à leurs contraintes territoriales. Je crois que ceci serait aussi un acte fort de décentralisation. Vous savez que le projet de loi Engagement et proximité va passer prochainement au Parlement, en commençant naturellement par le Sénat. Et globalement, nous voulons que les collectivités aient plus de liberté, mais nous n'oublions pas ceux qui incarnent ces collectivités, vous, élus, qui êtes les visages de notre République et de nos territoires. Et en tant qu'élu local pendant de longues années, je mesure la difficulté de votre tâche et c'est la raison pour laquelle, en parallèle de l'engagement, en parallèle, oui, je dis bien, du texte sur la décentralisation, le projet de loi Engagement et proximité, qui sera porté par Sébastien Lecornu, sera quelque chose d'important puisqu'il redonne des libertés locales et il lève les freins à l'engagement des élus ou futurs élus. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. J'ai bien entendu, ceci dit, quand je suis arrivée tout à l'heure en fin de matinée, le fait qu'on ne voulait pas que tout soit détricoté. Et je rejoins tout à fait cette position. Et sachez que, personnellement, j'ai toujours pensé que communes et intercommunalité ne faisaient qu'un. Et qu'il fallait bien évidemment entendre ce que les maires nous disent, entendre le fait qu'il faut, je crois, développer les pactes de gouvernance dans les intercommunalités, qu'il faut effectivement qu'il y ait des conférences des maires dans les intercommunalités, etc., etc. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Mais il faut aussi veiller à ce que l'intercommunalité, qui
permet beaucoup de réalisations sur le territoire, qui a permis beaucoup d'investissements sur les territoires et des réalisations au profit des communes membres de l'ensemble de l'intercommunalité, soit soutenu. Je pense qu'il faut toujours être, modéré dans ces évolutions. Et j'avais compris, en tout cas, quand je suis devenue ministre des collectivités territoriales, que les élus ne souhaitaient pas un grand soir des collectivités territoriales, que les élus souhaitaient plus des assouplissements, des facultés à agir, mais qu'il ne fallait pas bouleverser les structures. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour être dans cette démarche. Bien sûr, je ne reviens pas sur le cadre renouvelé pour les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. Jean-Luc Moudin l'a très bien fait tout à l'heure. Simplement, je voulais vous dire que nous avons mis fin à la baisse des dotations et que la DGF est stabilisée à 27 milliards d'euros depuis 2017. Et je ne vous surprendrai pas si je vous dis que ce montant sera reconduit dans le PLF 2020, tout en poursuivant le renforcement de la péréquation, notamment de la dotation de solidarité urbaine. En parallèle, et alors que l'investissement local se porte beaucoup mieux, nous avons reconduit à un niveau sans précédent les aides à l'investissement du bloc communal, dont je rappelle tout de même, puisque parfois on lit encore dans la presse que les dotations ont baissé, que le montant, par exemple, de la DETR a augmenté de 40% depuis 2015, ainsi que la DSIL, créée en 2016, qui a aussi beaucoup augmenté. Et l'ensemble fait des dotations importantes, bien sûr, au profit des collectivités territoriales. Je crois qu'avec les contrats de Cahors, le pari de la confiance a été gagné et je remercie au passage, bien sûr, France Urbaine qui a été un moteur, qui a proposé l'idée des contrats. Et je crois que ma conviction, en tout cas, est qu'il faut tirer les enseignements de cette première année sans fragiliser le dispositif. La procédure contradictoire se termine bientôt pour la dizaine, je dis bien la dizaine de collectivités qui avaient dépassé le plafond de dépenses de fonctionnement fixé par leur contrat financier. Beaucoup d'échanges ont eu lieu depuis les premiers comités de suivi. J'ai encouragé mes services à faire preuve de pragmatisme. Vu l'ampleur des retraitements opérés pour tenir compte des évolutions de périmètre et des événements exceptionnels, il est évident que les échanges locaux ont permis de traiter l'immense majorité des questionnements. La prochaine étape, bien sûr, est celle de la pérennisation du dispositif dans la prochaine loi de programmation des finances publiques. Le dernier comité de suivi en juillet a permis de préparer cette étape. Nous en reparlerons bientôt avec naturellement Olivier Dussopt qui est en charge à Bercy de ce dossier. Alors sur la fiscalité locale, cher Jean-Luc, je ne vais pas revenir sur la présentation que tu en as faite pour dire que naturellement, peut-être au-delà de nos problèmes de conséquences de la disparition de la taxe d'habitation, il faut tout de même rappeler que c'est 17 milliards d'euros qui ont été rendus ou qui sont rendus aux Français d'ici à 2023. Alors bien évidemment, c'est un effort considérable, mais qui correspond à ce que le président de la République a voulu, ce à quoi il s'était engagé, c'est-à-dire la baisse des impôts, l'allègement des prélèvements obligatoires sur les ménages. Nous répondons, à une forte attente de nos concitoyens. Vous le savez, l'État assumera la compensation intégrale de la perte de recettes des collectivités.
Bien sûr, je sais qu'Olivier vous a expliqué par le menu tout à l'heure. Je sais aussi, et j'ai entendu nos différences de vision entre la CVAE et la TVA. Évidemment, c'est un choix qui est le vôtre. Nous sommes, nous, au gouvernement, en responsabilité. Nous avons fait des propositions. Tout cela, bien sûr, sera discuté dans la future loi de finances. Et je sais que les discussions seront, utiles et intéressantes. Simplement, je voudrais rappeler que la TVA est tout de même, une ressource pérenne, dynamique, de compréhension simple et protectrice pour les intercommunalités qui, dans certains territoires, je le rappelle ici, ne peuvent pas espérer de fortes dynamiques des bases locales ou dont le pouvoir de taux est limité car la population est fragile. Alors bien sûr, je connais votre souhait de se voir attribuer de la CVAE, ressource actuellement perçue par les départements et les régions. Alors, dans notre système, nous prenons le foncier bâti déjà au département. C'est un peu difficile de prendre 2 ressources au département, je le dis aussi simplement que ça. Et puis, vous le savez, la CVAE connaît une volatilité importante. Elle est peu prévisible dans ses évolutions car les montants dus par les entreprises sur un territoire donné dépendent de facteurs extérieurs à l'activité locale de l'entreprise. Il y a des effets de périmètre quelquefois qui sont importants. Je voudrais terminer ce panorama qui sera précisé dans le PLF que le gouvernement présentera la semaine prochaine par une remarque sur le calendrier. Il a été conçu pour les élus. Le nouveau panier de ressources entrera en vigueur au 1er janvier 2021, à temps pour le premier véritable budget des nouvelles équipes communales et intercommunales. Voilà, je dirais, la philosophie générale de ce gouvernement en matière de ressources financières des collectivités locales. Peut-être pourrait-nous dire stabilité, prévisibilité et responsabilité. Je voudrais aussi vous dire que, naturellement, un certain nombre de politiques, depuis 2 ans, sont faites aussi pour améliorer la vie quotidienne de nos habitants. L'accélération du déploiement de la fibre optique et de la téléphonie mobile, par exemple. Parmi les programmes qui changent la vie de nos concitoyens figurent bien sûr ces 2 politiques. Nous avons sécurisé les engagements des opérateurs de télécom dans les zones urbaines où des retards étaient constatés. Et d'ici fin 2020, le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné sera effectif dans toutes les villes de la zone AMI, c'est-à-dire dans les zones d'appel à manifestation d'intention d'investissement. Le gouvernement a fixé un seuil national minimal à 92% de prises raccordables et de 8% de raccordables sur demande. Si les engagements des 2 opérateurs qui déploient ne sont pas respectés, ils pourront être sanctionnés. Les résultats sont là et nous avons enregistré au 2e trimestre l'accélération, je voulais vous le dire, la plus rapide de l'histoire du plan de déploiement avec 1,1 million de prises supplémentaires sur 3 mois. En 2019, 4 millions de nouveaux foyers vont être rendus éligibles à la fibre optique, ce qui est considérable et ce qui nous rend confiants sur l'atteinte des objectifs fixés par le Président de la République, c'est-à-dire l'accès de tous les Français au bon haut débit, à une couverture mobile de qualité dès la fin de l'année 2020, ainsi que le déploiement sur l'ensemble des territoires de la République de réseaux de très haut débit d'ici fin 2022. Bien sûr, les progrès technologiques ne cessent en même temps d'avancer. Et par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la 5G,
qui offre des capacités bien sûr supérieures en débit pour les communications mobiles. Elle va se déployer dès l'année prochaine. Le gouvernement lancera cet automne les attributions de fréquences pour les opérateurs intéressés et il fixera les obligations de déploiement. Je regarde, chère Caroline, qui est au premier rang, et je ne peux pas ne pas parler d'Action Cœur de Ville, qui est une autre politique qui touche vraiment la vie quotidienne des Français. Tout le monde connaît cette politique. Elle concerne 220 villes, elle concerne les villes moyennes, elle est très populaire, elle fonctionne. Et je remercie parce que les élus des villes moyennes, parce qu'elle fonctionne aussi parce qu'eux-mêmes, sous la forme de réunions fréquentes, de colloques, de mutualisation, font avancer Action Cœur de Ville. Et c'est quelque chose, bien sûr, que je voulais souligner. Bien sûr, vous avez entendu parler aussi de l'agenda rural en faveur des territoires ruraux. Et ce sera aussi une politique importante. Il est, je crois, très significatif que ce gouvernement veuille, veuille travailler pour tous les territoires. Et c'est ainsi que nous combattrons ce sentiment de délaissement que parfois certains territoires pouvaient avoir. D'ailleurs, ça n'était pas forcément qu'un sentiment, c'était aussi une réalité. Je crois que l'agenda rural, je serai dans 2 jours avec le Premier ministre dans le département du Nord au Congrès des maires ruraux et je serai demain au Congrès des petites villes de France. Il y a un sujet qui les intéresse beaucoup, c'est au fond, je dirais un peu le pendant d'Action Cœur de Ville, mais que nous allons faire différemment puisque c'est à une autre échelle, mais c'est l'idée que les petites villes qui sont dans notre ruralité, qui font centralité dans des bassins de vie. Les bassins de vie ne sont pas effectivement des structures administratives, mais ce sont des réalités pour les habitants qui vivent sur ces territoires, pour que ces petites villes gardent leur capacité de centralité et d'attractivité et répondent à l'objectif de qualité de vie dans nos zones rurales. Tout cela, vous voyez, c'est en fait une politique qui se veut, complète et surtout, j'aime bien l'expression, on fait du cousu humain. On est obligé de faire du cousu humain parce que nous ne sommes plus dans cette France où on pensait qu'on inventait une politique à Paris et qu'on l'a dupliquée, si je puis dire, de la même manière sur l'ensemble des territoires. Il faut travailler avec les territoires, prendre en considération leur situation, leur originalité, et il faut coopérer entre les territoires. Je crois beaucoup, et l'autre jour, j'ai été frappée dans la discussion que j'ai eue aussi avec les départements, qui m'ont dit, bien sûr, il faut une relation entre l'État et les collectivités territoriales, une confiance au fond, je dirais, ils ont appelé ça verticale, mais il est nécessaire aussi qu'il y ait ces relations horizontales entre les différentes collectivités territoriales, entre les régions, les intercommunalités, entre les grandes villes et la ruralité environnante. C'est ce que, encore une fois, vous avez appelé cette alliance des territoires. Et je pense que, comme je l'ai dit au début de mon intervention, cet élan de réciprocité entre tous les territoires est quelque chose qui me semble essentiel dans la France d'aujourd'hui. Je vous propose donc que nous continuions à travailler ensemble dans les mois à venir pour renforcer le rôle des métropoles, des villes, et renforcer ce rôle également à l'égard des territoires qui les entourent, et ainsi démontrer que cette opposition entre grands centres urbains et les autres territoires n'a plus lieu d'être et qu'elle est même dangereuse pour notre cohésion des territoires, mais aussi pour notre cohésion nationale. Enfin, et je termine par cela, nous venons de lancer l'élaboration d'une nouvelle génération de contrats de plan État-région. C'est traditionnellement un temps de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales, au premier rang desquelles la région, bien sûr, mais naturellement pas que. Et je dirais que c'est très important
de savoir que le gouvernement a pris la décision de consulter largement pour faire la future génération de contrats de plan État-région, non pas avec des idées toutes faites que l'on va, encore une fois, appliquer sur les territoires, mais simplement écouter les territoires pour savoir ce dont ils ont besoin et construire avec eux des CPER. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir un CPER avec la Bretagne qui sera différent du CPER qui sera fait avec la Franche-Comté. Et bien évidemment, tous les acteurs et toutes les collectivités y seront associés. Et je terminerai en disant qu'il faudra en plus remarquer que cela correspond également à la nouvelle période d'emploi de fonds européens pour la période 2021 et 2027. Et je souhaite que nous saisissions l'occasion de ces futurs contrats pour construire un projet de territoire partagé par tous les acteurs locaux dans lesquels les villes et les agglomérations urbaines auront toute leur place. Et bien sûr, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette rencontre que je viens d'avoir avec vous inaugure la saison des congrès des associations d'élus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai demain à Uzès et dans le Nord après-demain. Dans chacune de ces enceintes, j'ai le plaisir de m'adresser à des élus, certes, mais aussi à des hommes et des femmes qui travaillent pour le bien public et qui travaillent pour leur territoire. Et qui travaillent, bien sûr, pour la cohésion de notre pays, et je vous en remercie très sincèrement. Merci Madame la Ministre, merci Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. C'est ainsi que s'achève cette 19e conférence des villes organisée par France Urbaine. Merci à toutes et à tous de votre attention tout au cours de cette journée. Merci.